Dernier petit point pratique, deux petits points pratiques. D'abord, Jean-Frédéric souhaite que Yakos fasse à la postérité, donc il a sollicité par l'un ou l'une d'entre nous, accepté de filmer. Vous savez que c'est notre grand cinéaste, un anthropologue multitask. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas passer sur je ne sais quelle radio ou télé demain, mais c'est juste pour la mémoire, les archives de l'Institut. Deuxièmement, le déroulé est donc le suivant. Vous présentez de façon croisée, c'est-à-dire que vous avez, mon petit doigt me dit que vous avez quand même travaillé en amont, donc vous arrivez, on va demander aux deux premiers binômes de s'approcher, de se mettre ici. On va entendre un binôme présenter la recherche d'un autre binôme et réciproquement. Vous avez 12 minutes, vous savez, un petit quart d'heure, je ne serai pas trop tyrannique, je vous rassure. Et puis derrière, on discute. Seul point de détail, plutôt que simplement de lever la main et de prendre la parole, la première personne qui veut apporter sa pierre à la discussion va rejoindre le groupe et va discuter devant nous tous. Quand une personne souhaite ne plus rentrer dans la discussion, se retire, et si une autre personne veut prendre la parole, elle rejoint le groupe. Ça fonctionne assez bien, c'est très simple. C'est aussi pour des facilités techniques, ça permet d'avoir tout le monde au milieu. La seule consigne qui est demandée à ceux qui sont ici, c'est-à-dire à nous tous, c'est d'être très à l'écoute de ce qui va se dire, y compris ou surtout si, a priori, vous ne connaissez pas les recherches dont il est question, si elles ne sont pas de votre centre. C'est peut-être justement l'occasion de faire, de découvrir tout ça. Voilà. Il est 9h30, je ne vous cache pas, c'est exactement l'heure que j'avais en tête pour commencer. Est-ce que donc le LAP et Démo, les deux binômes, veulent simplement se mettre ici et nous parler donc des recherches qu'ils ont choisies? On va faire pile ou face ou quoi? Ah, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ah, on commence? Ouais. Si tu veux. Bien sûr. Ouais. Vous voulez commencer? Voilà, donc la règle, vous vous souvenez, hein, c'est un jeu de présentation croisée, vous avez un petit quart d'heure, on vous écoute. Voilà. Parlez bien fort. Nous, en tout cas, Jean-Frédéric Deast et moi-même, Chéri Piola, on travaille en fait sur la présentation d'une recherche qui est menée par le Centre Démo, voilà, et qui porte sur la violence entre partenaires, ce qu'on va plutôt usuellement appeler la violence conjugale, la violence du couple, la violence dans le couple, pardon, voilà. Donc nous, on va présenter cette recherche Démo. Voilà. Donc, en reprenant un petit peu les présentations que nous ont fait nos deux collègues, je dirais que cette recherche s'inscrit d'abord dans une dynamique multidisciplinaire et dans un partenariat entre différents départements et universités. Elle implique différentes expertises d'historiens, de criminologues, de chercheurs en sociopolitique et bien sûr aussi de démographes. Cette recherche nous dit qu'après un long silence, la question de la violence au sein du couple, dite violence entre partenaires, sort de la sphère privée et que les dernières décennies ont été marquées par un recours accru à l'intervention judiciaire relativement à cette violence entre partenaires et par une pénalisation croissante de ce phénomène. Depuis 2001, par ailleurs, la question de la violence entre partenaires est apparue sur l'agenda politique belge et a fait l'objet d'une politique publique concertée entre l'État fédéral, les régions et les communautés. Alors, le but de la recherche qu'on présente là nous semble être de pouvoir proposer une articulation entre discours médiatique, savoir scientifique et politique publique. Le phénomène de la violence entre partenaires est donc, dans le cadre de cette recherche, appréhendé d'une part sous l'angle du phénomène lui-même et dans sa complexité, et d'autre part sous l'angle des politiques publiques développées pour répondre à cette violence dite entre partenaires. Alors, différentes méthodologies sont mises en œuvre, que je vais citer là. Analyse de dossiers judiciaires et d'associations, analyse de données statistiques, police, justice, santé, associations, etc. Analyse de discours publics et de littérature grise, interviews avec des acteurs clés, ou encore des entretiens avec des auteurs et des victimes de violences. Alors la contribution principale du Centre Démo est l'analyse de données quantitatives. Alors la première partie de la recherche vise à situer cette dernière dans un contexte plus global des transformations des couples et des rapports au sein de ceux-ci depuis 1970 à peu près, avec des éléments d'analyse plus détaillés depuis 1991. La seconde partie consiste à réaliser des analyses descriptives sur base de plusieurs sources statistiques, policières, judiciaires, mais aussi relevant du secteur de la santé et des bulletins de décès.
Alors, c'est important de relever que les statistiques issues du secteur de la santé permettent de viser une approche de la problématique des violences physiques dans le couple par le prisme des soins apportés. Cette source permet d'appréhender le phénomène à partir du point de vue de la victime qu'à travers l'angle de la sanction. La lecture émergeant à partir de ces données pourrait, selon nos collègues, permettre une mise en évidence de, je cite, l'histoire racontée. Alors, une chose aussi très intéressante, c'est que la recherche pose l'hypothèse suivante, d'après ce que nous en avons compris, Jean-Frédéric et moi, c'est que les statistiques disponibles ne rendent pas forcément compte de la violence conjugale, enfin plutôt ne rendent compte de la violence conjugale qu'en milieu défavorisé. Parce que dans les milieux plus favorisés, c'est l'hypothèse que font les amis chercheurs de Demo, dans les milieux défavorisés, on ne fait pas forcément soigner on fait plutôt soigner ses blessures en toute discrétion auprès du médecin traitant, voire du médecin de famille, plutôt qu'à l'hôpital, pouvant échapper ainsi aux statistiques. Alors on a relevé, pour conclure rapidement, quelques éléments qui étaient peut-être... c'est bon, hein? Oui, bien sûr. Plus singuliers et intéressants dans la recherche de Jean-Paul et Audrey. C'est que pour valider ou invalider leur hypothèse, les bulletins de décès sont également mobilisés pour l'analyse des homicides entre partenaires intimes, comme on dit aujourd'hui, à partir du recensement de 91 jusqu'à 2011, et les bulletins de décès qui couvrent des périodes de 91 à 2007, ce qui permet d'analyser, d'après eux, des caractéristiques socio-démographiques en objectivant à partir des homicides conjugaux. Deuxième point innovant, c'est que l'analyse du profil de la population sur base d'un couplage de données, ce qui nous, comme anthropologues, nous semble intéressant et peut-être novateur par rapport à notre démarche. Couplage de données enregistrées au niveau des parquets versus ou en corroborant avec la situation des ménages, le type d'union, la situation sur le marché du travail, le niveau d'instruction, le groupe social et la répartition géographique. Alors, de notre avis, en 5 lignes de conclusion, la recherche a une approche historique depuis 1971, ce qui nous semble intéressant. C'est une approche quantitative large, un partenariat multicentre et multiscalaire, du milieu académique jusqu'au milieu politique. On peut relever qu'il y a parfois un usage, un vocabulaire qui pour nous n'est pas habituel. Un exemple, des données agrégées. Tiens, nous n'utilisons pas ce terme-là. Et alors une question, quel sera l'usage des histoires singulières qui seront récoltées lorsqu'il est question d'histoires racontées, puisqu'on cite un de leurs points de leur travail. Autrement dit, comment croiser ces données locales avec un point de vue très global au niveau du pays. Est-ce que ces histoires racontées et ces entretiens avec des acteurs sont là pour conforter des statistiques, ou alors seraient des lumières, comme on le dit en clin d'œil, qui éclaireraient les ténèbres du quantitatif. Voilà. Sinon, c'était très intéressant et agréable de vous avoir là-dessus. Il y a d'autres choses à dire dessus, mais dans le cadre de la discussion. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup à vous. Philippe. Parfait. Oui, merci Jérémy, merci Jean-Frédéric. Alors, juste pour bien situer le propos, je ne savais pas qui allait commencer, donc on avait quand même un petit préambule. Donc Audrey et moi-même sommes démographes, Jean-Frédéric et Jérémy sont anthropologues. Autrement dit, nous nageons dans les chiffres, nous baignons dans la nébuleuse des statistiques, et eux sont plutôt du côté des approches qualitatives. Enfin, sont pas plutôt, mais sont dans les approches qualitatives. Et pour employer l'expression de Thierry, on constitue finalement un couple à peu près improbable. Donc un croisement de regards qui n'est pas forcément, qui est très intéressant, mais qui est un peu déstabilisant, parce que les approches sont totalement différentes. C'est un peu comme si, d'un côté, on regardait la lorgnette par le petit bout, de l'autre côté, on regarde par le grand bout, et puis on décide un jour de retourner la lorgnette et de regarder par l'autre côté. Donc forcément, le point de vue change, et c'est assez intéressant, même si à un certain moment, l'exercice est un peu déstabilisant. Alors, les recherches de Jérémy et de Jean-Frédéric portent sur des univers différents, donc ils ne travaillent pas forcément ensemble. L'un travaille sur les femmes migrantes, l'autre sur les membres d'un Lions Club en Afrique. Lions Club, c'est une société philanthropique réservée à une élite essentiellement financière et politique. Je parle quand même un peu sous leur contrôle. Ils sont quand même assez proches pour me réprimander si je me trompe.
Et donc le point commun en fait de ces deux recherches que nous ont gentiment signalé, c'est finalement l'instrumentalisation qui est faite de ces associations pour exprimer un discours, pour construire un discours propre, parfois différent ou en décalage des objectifs des associations. C'est-à-dire que pour la Lions Club, c'est clair, c'est une association. On a parlé avec une collègue qui nous dit, oh, on dirait une association de motards. Oui, alors des motos quand même de haut niveau. Du côté des femmes migrantes, mais c'est au travers des associations qu'elles sont approchées également. Et donc on constate, enfin ils constatent une certaine réappropriation de ces associations et de leur instrumentalisation pour construire un discours. Alors les femmes migrantes vont échanger sur leur culture d'origine, sur leur conception du monde, pour construire des stratégies en tant que femmes et immigrées qui leur permettent de s'insérer ou en tout cas de faire leur place dans notre société. Pour ce qui est des membres du Lions Club, ils s'investissent dans ce club pour essayer de constituer, c'est un peu l'hypothèse de Jean-Frédéric, une vision panafricaine ou un groupe panafricain. Oui, un groupe panafricain. Alors l'idée, c'est que tous finalement adoptent une même position opportuniste par rapport à ces associations qu'ils utilisent pour construire leur propre discours, voire se constituer en groupe politique ou parapolitique. Oui. Alors dans les deux cas, on est sur des approches qualitatives, soit de l'observation, soit des approches par enquête. Et là, je me tourne vers Audrey, parce qu'on s'est aussi demandé qu'est-ce que nous autres on pourrait développer comme point de vue dans ce type de recherche. Voilà, donc nous, en tant que démographes, ces deux recherches, elles font un peu écho à certains travaux qui sont menés en démographie, voilà, par exemple par rapport au terrain d'immigration ou par rapport aux disparités sociales. Donc, par contre, là où un anthropologue va plutôt travailler avec, par exemple, une dizaine de personnes, le démographe, il va plutôt faire une enquête auprès de 10 000 personnes où il va exploiter une base de données avec les 11 millions de Belges. Donc, c'est des rapports tout à fait différents et des approches vraiment qui semblent a priori complètement opposées. Et donc, par rapport à ces sujets, l'apport du démographe et du quantitativiste peut sembler assez modeste. Donc, on pourrait fournir des informations sur le profil sociodémographique des personnes concernées, par exemple. Ou concernant la Belgique, on se disait on pourrait avoir, grâce aux données, des informations plus contextuelles sur les caractéristiques des populations migrantes. Donc, dans le cas des femmes qui consultent, qui fréquentent les associations. Donc, si jamais elles sont là depuis plusieurs années, on peut consulter leur trajectoire familiale, leur trajectoire professionnelle. Alors, on se dit, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, si jamais on devait travailler là-dessus, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait faire une étude quantitative auprès des femmes migrantes, celles qui fréquentent des associations ou celles qui ne les fréquentent pas, pour voir si elles ont un profil différent, par exemple, si les femmes associatives ont un profil particulier. On s'est dit aussi, on pourrait comparer le profil de ces femmes avec le profil des femmes qui sont restées dans leur pays d'origine, pour voir si elles ont par exemple une trajectoire de vie différente une fois qu'elles ont migré par rapport à leur comportement, leur nombre d'enfants, leur comportement matrimoniaux, leur instruction, leur rapport de genre, etc. Et par rapport au Lions Club, on s'est dit, pourquoi pas suggérer, je sais pas, hypothétiquement une enquête quantitative auprès des membres, voir un petit peu leur étude, pour faire une étude peut-être de leur profil sociodémographique et de leur parcours socio-professionnel, pour voir un petit peu finalement comment est-ce qu'ils sont arrivés là et est-ce qu'il y a une continuité. Donc une approche quantitative telle que celle que les démographes pourraient apporter, ce serait une vision vraiment complémentaire à de telles recherches, on pense, parce que les indicateurs sociodémographiques, ça peut être intéressant dans une optique de contextualisation beaucoup plus large de la problématique. Mais bon, évidemment, tout ça peut être vu dans l'autre sens aussi, puisque l'approche anthropologique a beaucoup à apporter, je pense, aux études plus quantitatives, puisque souvent on est perçu comme réduisant les processus sociaux à des variables, et voilà, c'est des approches plus globales. Donc voilà, comme disait Jean-Paul, c'est un exercice un peu déstabilisant de se mettre, de se dire qu'est-ce qu'on ferait nous avec un tel sujet de travail, mais voilà, c'était quand même instructif d'avoir un regard démographique de tel sujet, mais c'était vraiment, oui, c'est difficile vraiment de sortir de son prisme d'observation, se projeter dans des recherches a priori auxquelles on n'aspire pas du tout dans notre domaine. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, réaction, et puis on va prendre les questions. Ah oui, c'est ça. Réaction, allez-y.
Donc, vas-y. Oui, moi je veux très rapidement, par rapport à ce que tu dis Audrey, oui tout à fait, dans le cas du Lions Club on va dire pour faire simple, des gens riches en Afrique, c'est intéressant de pousser un petit peu plus loin certaines statistiques pour mesurer s'il y a une évolution du nombre de gens riches dans un pays. En discutant avec Jean-Paul, moi j'ai été chercher qui avait un GSM, qui avait un smartphone, vu qu'il y a ce type de données qui existent, mais je posais la question comment je les exploitais au-delà de ma calculatrice qui additionnait et que faire lorsqu'il y a des trous dans les statistiques, etc. Donc, par rapport à un marqueur pour asseoir ou pas une tendance que moi je peux pressentir, c'était intéressant. L'autre chose, c'est que ce qui est peut-être intéressant avec la démarche sur quelques personnes, moi en l'occurrence ma recherche postdoctorale c'est 6 personnes que j'interroge et que je suis, c'est que à travers 6 personnes je peux creuser des contradictions éventuelles. Voilà ce que je dirais pour laisser Jérémy. Non, je trouve aussi que ça, justement la question de la complémentarité peut se poser. Après on voit un petit peu les différences de regard, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans le cadre de ma recherche, mais aussi de celle de Jean-Fred à partir d'un autre niveau, parce que c'est un autre type de population, mais pardon, dans ma recherche, c'est moins que si je parle d'instrumentalisation des associations par les femmes migrantes, souvent musulmanes et africaines, c'est parce que quand elles sont accueillies par les associations, c'est essentiellement en tant que victimes, et à travers un regard qui les disqualifie, qui les réduit au seul stade. Or, il se trouve que, et donc victimes qu'il faudrait émanciper. Or, elles s'émancipent elles-mêmes à travers les stratégies qu'elles créent et la façon dont elles juste instrumentalisent l'association. Donc c'est dans ce sens-là. Et par exemple aussi, elles sont vues comme femmes soumises, et cette soumission est du point de vue d'une grande majorité des enseignants eurodescendants blancs de mon terrain, est liée à leur islamité. Or, leur islamité apparaît justement à partir d'une recherche qualitative et d'une longue fréquentation de ces femmes comme étant une des bases à partir de laquelle elles construisent, comme tu as dit, leur émancipation, enfin en tout cas, elles construisent leur émancipation en tant que femmes et en tant qu'immigrées. Après, par rapport aux statistiques, pour moi, c'est quelque chose qui est très important sur mon terrain, que je sais mobiliser jusqu'à un certain point, mais peut-être l'échange avec le département, en tout cas avec des démographes, c'est d'avoir des statistiques de qualité. Alors pour moi, les statistiques qui m'intéressent dans ma recherche et qui sont excessivement importantes, c'est celles qui sont liées par exemple à tout ce qui concerne la discrimination à partir de marqueurs raciaux. Voilà, parce que ça, je suis directement en prise avec mon terrain et ça m'intéresserait plutôt que d'utiliser des statistiques par exemple qui datent de 2012 ou 2013 et qui ont déjà été sous-traitées par un journal ou par une revue, etc., de pouvoir des fois en discuter avec quelqu'un de démo directement et d'avoir donc ces sources à partir de là. Voilà, je pense que c'est une possibilité. Et après, encore une fois, dans votre recherche, je trouve que l'hypothèse d'une occultation de la violence conjugale en milieu favorisé est pour moi quelque chose de très important parce que en vous lisant, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le récit sur la violence que subissent les femmes des quartiers populaires est-il impacté par le fait que justement il n'y a que cette base de données venant de l'hôpital où vont déclarer les familles issues de quartiers populaires les blessures liées aux violences conjugales. Voilà. Est-ce que ça participe au regard disqualifiant qu'ont certains enseignants eurodescendants sur le terrain? Voilà. Donc c'est vraiment une hypothèse très intéressante, je trouve. Voilà pour moi. Et de notre point de vue, en tout cas, le regard que vous avez, ce que vous avez présenté, donc le regard que vous avez jeté sur notre recherche est assez intéressant. De facto, dans cette recherche, c'est une recherche pluridisciplinaire et on travaille avec des historiens qui ont plus des approches qualitatives. En même temps, en vous écoutant et en écoutant votre propre recherche, on se dit que ça aurait été intéressant d'avoir aussi des anthropologues pour travailler justement peut-être sur des cas plus particuliers, mais aller beaucoup plus loin et éclairer finalement les zones d'ombre des statistiques, vous êtes vraiment ça, et aller plus loin peut-être dans les mécanismes qui amènent à cette violence et davantage dans la compréhension de ce phénomène. Donc je crois que là, il y aurait eu des apports assez importants de votre approche. Si vous avez quelque chose à dire. Par rapport aux classes sociales, on remarque aussi notamment, donc il y a pas mal d'associations qui font de l'hébergement
accompagnement de victimes, par exemple, et on constate que c'est beaucoup des personnes défavorisées qui se renseignent, ou des familles grandes, par exemple, qui n'ont pas de famille chez qui se faire héberger en cas de départ du domicile, etc. Mais effectivement, on observe une certaine différence, en tout cas, de la fréquentation de ce type d'association. D'accord. Selon le niveau d'intégration notamment de la personne. Oui, bien sûr. On observe vraiment une disparité à ce niveau-là. Donc, on va juste un tout petit peu élargir la discussion. Il y a énormément de choses. Je crois que ça fait écho à d'autres recherches, d'autres centres. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? Des personnes qui souhaiteraient poser des questions, réagir, peut-être aussi réagir par rapport à leur propre recherche? Tout le monde a peur de venir s'asseoir. Je sens quand même que ça fait écho à pas mal d'entre nous. Oui, Vincent, vas-y, viens, je t'en prie, Vincent. Tu es là et tu rentres dans la discussion. Non, c'était rapidement peut-être une question concernant par rapport aux deux types d'approches et de méthodologies, etc. Parle juste bien fort parce qu'il y en a dans le Oui, sur le Cali, le Quanti, est-ce que pour vous voyez des enjeux en termes d'échantillon et donc de représentativité du phénomène, par exemple? Hein? Ça suffit, 6 suffit, et puis vous travaillez sur des données. Et donc comment est-ce que vous voyez de manière croisée les objets par rapport à cette approche Pour te dire, ce qui me servirait beaucoup en travaillant avec Jean-Paul ou Audrey, ce serait pour étayer ou pas cette notion de classe moyenne ou de classe supérieure sur le Bénin, par exemple, lieu de ma thèse. Puisqu'il y a des grands débats là-dessus. Elle peut bouger en Europe ou en Occident. Est-ce qu'elle existe ou pas sur le continent africain? Est-ce qu'elle existe? Donc, quels seraient les marqueurs? À partir de quel moment on serait riche ou très très riche? Et là, il y a, au-delà des gens qui font partie du Lions Club, et là, c'était une soixantaine de personnes que j'avais rencontrées de façon plus ou moins longue, mais il faut dépasser le club et dépasser 60 personnes. Donc là, il y a clairement une possibilité d'étayer un argumentaire avec des stats et des chiffres comme ça. Et pour moi, ce serait, entre autres, par exemple, ce sont des femmes, dès que j'avais entendu parler de la recherche d'Emo, qui traitait de la question de la violence conjugale, de violence entre partenaires, j'avais été interpellé, puisque les femmes de mon terrain sont des femmes qui sont perçues immédiatement comme étant des femmes victimes de violences conjugales. Donc, alors, je vais travailler avec 10 femmes de manière plus privilégiée, mais après, en fait, sur mon terrain, qui est un très bon terrain, en fait, il y a une centaine d'interlocuteurs. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, par rapport sur X interlocuteurs que j'ai sur mon terrain, il y a un certain pourcentage de femmes qui ont vraiment vécu des situations de très grande violence ou catastrophiques dans le couple, à peu près 20%. Ben, j'aimerais comparer, par exemple, avec les statistiques que recueille, que réussit à la fin, plutôt avec les analyses auxquelles aboutit le Centre d'Emo, à partir des statistiques qu'il recueille, concernant, là en l'occurrence, par exemple, les femmes migrantes à Bruxelles ou en Belgique. Est-ce qu'on retrouvait la même mesure ou quelque chose de très différent? Et si on retrouvait la même mesure, ce serait vraiment, dans les deux cas, ce serait interpellant. Et si c'était la même mesure, ça le serait aussi. Voilà. Toi, Vincent, par rapport aux univers culturels que tu connais bien, le monde arabo-musulman, comment tu raisonnes par rapport à ça? Non, c'est plutôt de manière générale en termes d'approche, les approches plus inductives, hypothético-déductives, etc. Donc, sur quelle base de données on travaille. Et finalement, ce que ça peut dire en termes de connaissances, de manière ultime, est-ce qu'on a besoin de travailler avec d'énormes cohortes, ou est-ce qu'on peut travailler avec et voilà, et qu'est-ce qu'on peut donc inférer en termes d'interprétation des phénomènes? J'aime bien l'idée d'éclairer les zones obscures des statistiques. Voilà, c'est intéressant, mais je pense que c'est dans les deux sens. Dans les... Ah oui, tout à fait. Parce que nous, on pourrait être tout seul avec notre torche au milieu de nulle part. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est le reproche qu'on pourrait faire. Oui. Alors, tiens, une question. Est-ce qu'il y en a un de vous qui juste céderait la place? Ça peut être les membres du binôme, ça peut être Vincent, ça peut être
C'est comme vous voulez. Et Thierry, de toute façon, tu viens. Voilà. De toute façon, tu peux. Voilà, la prochaine fois, tu seras Voilà. Ouais, bonjour, j'ai juste quelques trucs qui me sont passés par la tête quand je vous écoute et qui peuvent pour moi constituer des zones de débat ou d'interrogation. Le premier point, c'est notamment le lien entre les grands nombres et les petits nombres. C'est-à-dire les anthropologues, ils travaillent beaucoup sur des cas bien réduits et précis. Voilà. Quels sont les liens qu'on peut établir entre les résultats tirés des grands nombres et ceux tirés des petits nombres? Autrement dit, que deviennent les résultats des grands nombres lorsqu'on les ramène à l'échelle des petits et vice-versa? Ça, c'est parce que vous êtes beaucoup plus au niveau de la saturation des données. Pour moi, les anthropologues saturent les paradigmes. Ils veulent les lire jusqu'au fin fond pour vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Et puis, les démographes sont beaucoup plus au niveau de la représentativité des échantillons. Alors, comment on peut discuter ces deux aspects entre ceux qui saturent la lecture des paradigmes et ceux qui sont beaucoup plus dans les généralités pour essayer d'établir des lois avec les grands nombres? Autre discussion aussi qu'on peut avoir, c'est au niveau de la différence entre la chose, le phénomène lui-même et sa statistique. Comment est-ce qu'on peut établir le lien entre l'analyse d'un phénomène, ce que j'appelle la chose, et sa statistique, qui est plutôt ce que j'appelle la symbolisation, parce que le chiffre c'est un symbole, le symbole d'un phénomène. Quel lien on peut établir entre les deux? Ça me pose un problème. Est-ce que vous pouvez peut-être discuter sur cet aspect des choses-là? Et puis concernant la recherche sur la violence, je me suis à un moment posé la question de savoir, est-ce qu'on ne va pas trop au niveau de la violence paroxystique? Parler de ces cas de décès et tout ça. Est-ce que la violence ordinaire n'est pas loupée quelque part? Tout simplement. J'aimerais savoir, parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on arrive déjà au niveau des décès, on est à la fin de l'affaire. Est-ce que la violence ordinaire, voilà, c'est toutes des choses qui me sont passées quand je vous écoute tout ça. Voilà, ce sont des petites questions. Grande question. On vous écoute. Ouais, peut-être très rapidement sur la dernière question, c'est la plus facile, me semble-t-il, à laquelle répondre. Évidemment, le travail sur les bulletins de décès n'est qu'une des approches qui est utilisée au niveau quantitatif, en sachant que l'idée qu'il y a derrière, c'est que le bulletin de décès est une forme d'égalitarisation sociale. C'est-à-dire que si je trucide mon conjoint, c'est un peu plus difficile pour le camoufler, même si je recours au médecin traitant. Même si la déclaration peut éventuellement s'interroger sur la qualité de la déclaration, mais en tout cas, je pense que là, il y a une forme, c'est un peu l'hypothèse que nous avons, qu'il y a une forme d'égalitarisation ultime au travers du décès de la victime. Il faut aussi se rendre compte que cette recherche, elle est rentrée dans un cadre très précis où on interroge la qualité de l'intervention des pouvoirs publics par rapport aux violences. Donc on n'est plus sur une violence ordinaire, on est déjà sur une violence qui fait l'objet d'une intervention soit de la police, soit des parquets, soit du corps médical. Donc on est déjà à un certain niveau de violence quand même qui est déjà assez élevé. Et donc on voulait voir aussi à chaque fois quel est l'impact, au-delà de la mesure que l'on peut donner, quel est l'impact des différents filtres. Le fait que la police intervient, soit c'est la police qui intervient, soit on va porter plainte à la police, mais tout le monde ne va pas porter plainte à la police. Le fait que ça arrive au niveau des parquets, une fois que ça arrive à la police décide ou non de transmettre au parquet, le parquet décide ou non d'instruire, et en fonction de quels critères. Et on sait déjà sur base des études antérieures que d'un parquet à l'autre en Belgique, ça varie, avec de nombre de dossiers qui peuvent varier beaucoup d'un parquet à l'autre au cours d'une même période. Or, a priori, on sait que qu'on travaille sur des tailles de population à peu près équivalentes, on sait qu'on doit trouver plus ou moins le même nombre de cas de violence. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on veut, c'est aussi des éléments qu'on veut appréhender dans cette approche. Et donc, c'est pas forcément la violence ordinaire, mais c'est quand on est déjà dans une phase un peu plus élaborée de cette violence qu'on... Il faut qu'il y ait blessure. Pas forcément, il faut qu'il y ait un minimum d'intervention de la police. Oui.
Mais toute une partie de la recherche qui est menée par d'autres équipes vise à rencontrer des gens victimes ou auteurs de violences qui ne vont pas nécessairement peut-être là. Voilà, donc on a aussi cette approche-là, mais par une autre équipe. D'accord. Alors, pour ce qui est de la question des grandes opinions, je vais donner un peu le point de vue des démographes. Je vais être tout à fait honnête, je travaille habituellement sur le registre des populations, donc c'est plus ou moins 11 millions d'habitants. Quand on me donne une base de données de 1000 individus, ça me stresse déjà. Donc, il faut que je sois tout à fait honnête par rapport à ça. Maintenant, l'intérêt, effectivement, je crois que l'expression est vraiment très, très élégante et le dit bien, c'est cette lampe torche qui permet d'éclairer des zones d'ombre. La statistique n'est pas qu'un symbole, elle permet aussi de refléter un certain nombre de phénomènes. Dans le champ de la violence, on se dit voilà, il y a autant de cas de violence qui débouchent éventuellement sur un dossier pénal et qu'on arrive à analyser ça au niveau des groupes sociaux, au niveau des caractéristiques des individus. C'est une manière d'éclairer la réalité. Et bien sûr, forcément, on monte très vite en généralité. Par contre, on arrive quand même déjà, en découpant les choses, en analysant en fonction de différents points de vue, à décortiquer un peu les mécanismes. Donc on va au-delà du symbole et on va au-delà, je pense, de la généralité. Maintenant, ce qu'on n'arrive pas du tout à appréhender et ce qu'une approche plus anthropologique fait, c'est aller maintenant par le petit bout, le grand bout de la lorgnette, mais aller vraiment dans le détail et voir comment, au sein d'un couple, on en arrive à monter en violence et on en arrive à cette situation finalement ultime où on débouche à cela. On pourrait également d'ailleurs utiliser l'approche anthropologique pour analyser comment les choses sont traitées par les parquets et mener plutôt une approche anthropologique sur la manière dont les parquets travaillent. C'est à mon avis encore plus intéressant. Oui, par rapport à ce que tu posais, Thierry, sur le petit nombre, je voudrais juste dire que pour moi, c'est une porte d'entrée, mais c'est finalement ce que Jean-Paul dit aussi, c'est une porte d'entrée qui initie parfois une recherche. L'exemple des Lions Club, c'est parce qu'un jour, je tombe sur un Béninois qui est l'ami d'une Béninoise que je connaissais en Belgique, et puis c'est une porte d'entrée, quoi. Une personne ouvre vers potentiellement sur le grand nombre, et puis après, il faut les vrais grands nombres, en quelque sorte, pour peut-être valider ou pas des hypothèses. La petite histoire, quand on était au lycée au Cameroun, tous nos camarades qui étaient dans le Lions Club étaient accusés de faire de la sorcellerie. Que c'est un groupe qui pratique des choses bizarres qu'on ne connaît pas. Ouais, bon, on en a déjà parlé, c'est plus celui. Ça, c'était au lycée en fait. C'est forcément le cas en Afrique centrale. Pas forcément celui qui intervient qui doit se retirer, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des réactions? Question. N'hésitez pas. Hein. Moi j'ai une question. Oui, c'est bien. Je t'en prie. C'est qu'en vous écoutant, je n'avais pas réfléchi évidemment avant, mais je me demandais si le cadre théorique de l'intersectionnalité, qui est beaucoup, je suppose que ça vous parle, qui est beaucoup mobilisé dans les études de genre, est quelque chose qui vous aide ou pas du tout. Et évidemment, en vous écoutant je me disais, c'est intéressant de voir comment en deux paroles comme ça, lors de votre présentation, ça remet un peu en question le fait que soit, voilà, quelque part, je me disais, je dis les femmes plus seules, mais peut-être aussi les hommes, voilà, j'en sais rien, mais plus aisés sont plus seuls que ceux qui peuvent à la limite aller à l'hôpital. Donc, quelque part, est-ce que ça remet en question le cadre de l'intersectionnalité que, d'après moi, j'avais toujours compris comme une façon aussi de mettre en avant les difficultés qui se somment pour toute une série d'acteurs de la vie sociale et toujours ceux qui sont en bas de l'échelle sociale plutôt. Et c'est quelque chose que, voilà, évidemment, j'ai retrouvé aussi dans les deux cas pour des raisons différentes ici. Ça vous aide pas, vous le mobilisez, vous croyez que ça n'a rien à voir? Voilà, ça m'intéressait un peu d'avoir vos... Mais nous, on a clairement une approche intersectionnelle dans notre recherche. On a une équipe de recherche en études de genre qui a vraiment une approche très pointue à ce niveau-là. Et
qui nous stimule justement à vraiment avoir cette approche dans notre échantillonnage, par exemple, à chercher un petit peu justement à voir quelle est l'influence de plusieurs facteurs à ce moment-là. Et on a vraiment, oui, on pousse à avoir une vision intersectionnelle à ce niveau-là. Donc oui, nous visons dans notre recherche. Peut-être pas au niveau de dans notre recherche globale en tout cas. Pour moi, par exemple, je frôle l'intersectionnalité, ou je suis en plein dedans, je ne sais pas, mais c'est de manière un peu indirecte. C'est que par exemple, sur mon terrain, la revendication liée au genre sert de base à maintenir de la part des enseignantes blanches une forme de discrimination raciale. C'est en percevant les femmes comme des femmes victimes de leur homme et de l'homme, en gros, maghrébin, musulman ou africain subsaharien. On prétend aider ces femmes, mais en même temps qu'on veut aider ces femmes, par le discours que l'on crée, on disqualifie leur homme et leur univers de référence dans sa globalité. Voilà. Puisqu'on va lier immédiatement, mais c'est prégnant dans des entretiens multiples, la domination de la femme à l'islam, point. Voilà, on en est là. Donc après, pourquoi est-ce qu'on en est là, seulement là, dans des milieux où on travaille avec des femmes migrantes depuis 20 ans, 25 ans. Voilà. Mais donc, oui, effectivement, la question intersectionnelle, c'est moins que... J'aborde moins le fait que les femmes, je l'aborde aussi, mais malgré moi, par le discours des femmes elles-mêmes, des femmes migrantes, se battent en tant que femmes et en tant qu'immigrées stigmatisées culturellement, racialement au sens de la race comme construction sociale, voilà. Mais surtout dans la manière dont les enseignantes, elles, instrumentalisent les questions de genre. Voilà. Donc oui, ça me parle. D'office. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, on travaille tous seuls à la différence, hein, donc mobilisé, intersectionnel, je ne sais pas si je peux bien entendre tout ça. Juste dire que, un petit peu comme Joseph l'avait initié, finalement, il y a des thématiques très très différentes a priori qui sont liées par l'étude de ces gens riches en Afrique. C'est sorcellerie, religion, l'histoire de la distinction, l'élitisme, on va dire, et la question politique ou panafricaine. Finalement, ces trois domaines sont reliés à travers ces gens d'une association riche sur le continent pauvre, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Merci. Nous, on peut se lever. Hein, on peut pas répondre aussi. oui, c'est... Les jeunes doctorants, est-ce que vous avez envie de poser des questions, des questions de toutes sortes, hein. Des questions de méthode, des questions de sens, il y a quand même des thèmes qui concernent pas mal de gens chez nous. Des réactions, vous, tous les cas? Oui? Moi, je viens, tiens, je viens poser une petite question. Bien. Petite question à... Je vais profiter du fait que Pierre soit là, poser une petite question. Il vient de faire une étude sur l'amour pragmatique, le nouveau bouquin de Pierre Jean. J'aimerais savoir, dans ce type de famille que j'ai déjà lu un peu, une petite partie, ces familles qui sont un peu distancées, c'est-à-dire les membres de la famille, un vit dans un pays, un autre vit loin, donc ils font famille à distance. Voilà. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, mettre en évidence ces cas de violence? Comment ça peut prendre quelle forme dans ce type de famille-là? Je m'excuse, mais je ne voulais pas. Tu ne seras pas venu pour rien. Comment on prend en considération? Il y a plusieurs manières, sans doute par les statistiques et par les déclarations de violences qui sont faites, c'est ce qui existe. Et donc là, on peut les mettre en évidence. Ce que j'ai fait en partie, c'est-à-dire pour écrire ce livre,
suis passé par beaucoup de statistiques pour avoir une idée, en fait, avant de démarrer. Mais autre chose, ça a été un suivi pour moi de lieux où je pensais qu'il allait y avoir une cristallisation d'un conflit psychique à l'intérieur de la famille. Et c'est un peu là que j'ai découvert en fait, les lieux clés en fait, de la souffrance psychique liée à la migration. Ça s'exprime par l'alcoolisme, mais aussi par des psychoses ou par une violence en interne. Et tu peux comprendre à un moment donné qui de la famille exprime le mieux en fait. Et c'est en tentant de me rapprocher de ces personnes que j'ai essayé de les comprendre, de les parler, parce que souvent c'est des souffrances qui sont tues, qui sont secrètes, qui sont cachées au fond des familles, qui ne se disent pas trop en fait. Mais la psychose, l'alcoolisme, c'est omniprésent, c'est très dur, très violent, beaucoup de choses ne peuvent pas se dire. Donc je crois qu'il faut les deux, il faut à la fois avoir une idée statistique sur l'alcoolisme par exemple, sur les séparations, sur les déclarations de violence physique, là on a des statistiques, on peut les trouver en partie. Et puis après, il faut aller à l'intérieur pour mettre des mots là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la deuxième partie du livre. Voilà, je vais continuer à taper. Est-ce que la distance a un effet sur ces violences-là? Est-ce qu'on peut parler d'un effet distance par rapport à la violence concernant les ménages? Est-ce que la tenue... Je comprends bien. Moi, je pense que je crois que c'est très variable. Bon, je pense que les gens sont aussi stratégiques en partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une obligation de garder des contacts avec les gens qui sont partis en Occident, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui accèdent à certaines ressources, aux mandats, aux transferts financiers ou de biens. Et donc il y a une stratégie, si on veut, qui est là. Mais la violence peut apparaître alors à ce moment-là lorsqu'on exagère, parce qu'on envoie constamment des messages auprès de ceux qui sont ici, qui sont remplis de papiers ou de boîtes email ou de coups de téléphone. Ça n'arrête pas, c'est incessant. Et psychiquement, c'est extrêmement lourd pour ceux qui sont ici, qui ont toujours des dettes psychiques inouïes pour survivre. Il suffit de voir autour de nous certains de nos jeunes qui travaillent avec nous, on sait bien. Et d'autre part, le retour en vacances, en fait, de ceux qui sont ici, qui reviennent lorsqu'ils ont accumulé un peu et lorsqu'ils ont eu les papiers et qui peuvent revenir s'ils sont légalisés. Alors c'est terrible parce que les premiers retours leur demandent énormément d'efforts et de redistribuer, alors que bien souvent leur vie quand même n'est quand même pas si aisée que ça chez nous. Et s'ils ne reviennent pas avec, je vous assure, c'est des milliers d'euros, hein, souvent en envoyant à l'avance des bidons remplis de vivres, de produits, etc. Alors la violence risque d'éclater. Et comme on a fait des allusions, ça peut passer par la sorcellerie, un attachement à distance alors de la personne qui part, par des pactes qu'on lit, qu'on délie face aux ancêtres, aux fétiches, etc. Oui, c'est très lié. Et donc ça peut être violent par moment. La violence peut se passer aussi par la séduction, par des grossesses. C'est compliqué, hein, pour essayer d'accrocher en fait. Voilà. Il y avait des divorces aussi, des gens qui divorcent et puis qui se remettent ensemble 15 ans plus tard. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un business de la parenté. Tout à fait. Mais souvent, ce business-là de la parenté, donc une construction de l'alliance ou du divorce, est parfois en synergie avec les lois de groupement familial qui permet de les utiliser ou de les contourner et de passer d'un pays à l'autre par des stratégies assez complexes matrimoniales que les démographes connaissent, doivent prendre en considération, je crois. Enfin, voilà, Merci. Merci. Question, réaction? Giacomo, vas-y, t'en prie. Je peux parler. Il a des problèmes de parler en anglais? Non. Non? Ok. Ah, je pense pas. Vous m'expressez? No problem. Non? No problem. Ok. I don't know if I will answer in English, but... Vous verrez pas en français. Non, mais j'ai compris. Bon, je pense que j'ai compris français. Et c'est pour ça peut-être que vous avez. Je dis quelque chose que vous avez déjà dit. Bon, la première. I'm speaking in French. So the first one is it's a general one. I guess quantitative and qualitative data can communicate in two directions. One is qualitative can kind of refine
findings of trends which quantitative have found interesting, and on the other hand, qualitative can inspire. So see, okay, here I got an interview and I found this over and over in 2-3 persons, so maybe it's good to check it. So okay, if you have reaction on this. And the other thing is that il projet sur la violence, the project on the violence and so on, is very interesting for a project we are doing also in Surface. And precisely the research I'm doing, I'm looking at the way in which Belgian and European law influence the decision to divorce and the implementation of divorce in migrant couples here. And something that you said, this idea of divorce and then coming back 15 years later to the family, it's very interesting. So again, it was more to say that there might be very profitable collaboration. Ce que je pourrais dire, c'est que par exemple, la discussion qui se passe est un peu à l'image de la complémentarité. D'abord, de toute façon, en tant qu'anthropologue, même si on mène une recherche qualitative auprès de 25 personnes ou 6, voilà, on ne peut pas faire science sans utiliser les statistiques à un moment donné. C'est-à-dire que c'est obligatoire, ça peut me mettre en amont. Par exemple, à un moment donné, sur mon terrain, il y a un éclairage statistique qui est absolument nécessaire pour expliquer dans quel contexte je suis en train de parler. Par exemple, sur tout ce qui concerne les discriminations raciales, ou alors ce qu'on appellera, dans certains points de vue, l'existence des races en tant que création sociale, on a besoin des statistiques pour faire taire les voix qui viennent nous dire « Ah oui, non, mais faut-il encore parler de ça, ce mot-là est éculé ». Et à un moment donné, on en a vraiment besoin. Après, la discussion qu'il y a là est intéressante parce qu'il y a une circulation de la parole. Il y a Joseph qui vient en disant sur la violence conjugale, en disant « Mais est-ce que vous ne parlez pas de la violence conjugale éducative, comme on parle de violence, de la violence conjugale extraordinaire, comme on parle de violence éducative extraordinaire, ou de violence éducative ordinaire, comme on peut parler aussi de violence conjugale ordinaire, qui serait plus d'ordre psychique ou manière larvée, ou ce qu'on va appeler maintenant pervers narcissique, où il y a chaque semaine un livre qui sort sur les pervers narcissiques. Apparemment, tout le monde est pervers narcissique, tous les ex sont pervers narcissiques. Et moi, ça me renvoie immédiatement ce que vous dites et ce que répond Joseph au fait que je me dis, tiens, c'est marrant, Joseph fait appel à un autre type de violence, au besoin d'évoquer un autre type de violence. Là, moi, je travaille, en fait, je me rends compte en vous écoutant, sur la violence associative ordinaire. Voilà. Donc, je pense que le fait que les termes sortent à partir de prismes et d'approches différents ne rend en rien incompatible, bien au contraire, ces différentes approches. Voilà. Et que, je répète, en tant qu'anthropologue, à un moment donné, on utilise des statistiques, peut-être pas dans toutes les recherches, mais dans la plupart, on ne peut pas y manquer. Voilà. Une dernière réaction? Giacomo? Satisfied? Yes. I guess that again, going back to divorce and violence, there is one element that I observed. I did some observation in tribunal, in instance, and I see that is often mobilized because it's one of the reasons which allows one of the partner eventually to remain, so to do not lose the right to stay. Okay. But at the same time, the legal system also see that with a certain suspiciousness, because in fact they know or they think so that it's mobilized strategically, and that's, I guess, it's very interesting, in fact, from an anthropological perspective to see how in fact violence is constructed on both sides, let's say, majority and the minority. Yeah, that's the strategy about what Piaget was talking about. You divorce or not, and then after a couple of years you decide to get into that. Because during the interval of 10 years, one of the two has got papers, is in the Western world, and okay, we get married again. And what will they do with the children? Because after the divorce,
they met, they found new couples, new children, and so that it makes a lot of different branches of the family. C'est un aspect qui existe en tout cas les familles issues d'immigration, ou alors qui ne sont pas encore devenues belges, cette violence stratégique-là qui existe. On voit des femmes qui se déclarent présentes comme femmes battues. Voilà, c'est-à-dire, vous êtes mon épouse, on s'entend, vous vous déclarez comme femme battue, et puis vous profitez des avantages du système. Vous n'êtes pas du tout femme battue, mais vous vous présentez ici, voilà, et puis la police vient chez moi et tout ça, et après, voilà, comme vous êtes femme battue, on vous donne une maison, machin, tout ça, et puis nous restons en bon terme. Mais officiellement, nous sommes séparés. Ça, c'est la violence stratégique feinte, qui n'est pas réelle, mais qui est juste utilisée comme un instrument pour profiter de ce qui est prévu lorsqu'on est dans ce type de situation-là. Par contre, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a des anthropologues qui font l'anthropologie des nombres, des grands nombres? L'anthropologie des grands nombres, je ne serais pas un expert alors. Est-ce que ça existe? Des chiffres? Oui. L'anthropologie des chiffres. L'anthropologie de la banque, on avait vu ça peut être la personne à la chasse. Enfin, il y a de l'anthropologie des chiffres et des gros chiffres, oui, sur notamment la circulation de l'argent. Oui, ah oui, oui. Bah, il y a un Belge qui est bien connu là-dedans, Paul Jorion. Paul Jorion. Beaucoup travaillé sur le milieu de la banque, les mécanismes boursiers. Travaille alors sur les chiffres. Et puis il y a l'américain Bill Murray, qu'on a invité. Voilà, c'est pour Singleton, si on l'a Dorval. Oui, oui. Ok. Et qui associent alors les grands nombres aux fondations, notamment. Bon, Bill Gates, donc, et le cash transfert. Ok. Merci à tous. On va s'arrêter là. C'était très riche. Merci beaucoup.